De 1941 à 1945, les caméras allemandes filment Adolf Hitler et ses proches jusqu'à l'effondrement total du Troisième Reich. Dans ces archives, Hitler et ses proches parlent librement, puisque ces films sont muets. Personne alors n'imagine que l'on pourrait décrypter ce qui se dit. Mais si l'intelligence artificielle fait d'immenses progrès, c'est grâce aux spécialistes de la lecture sur les lèvres que ces images parlent pour la première fois. Was denken Sie, wie Sie uns aus dieser Lage wieder herausholen? Die Bombe ist zum Glück weit weg von mir explodiert. Unglaublich, in so kurzer Zeit solch ein großer Erfolg. Das hier können wir ganz schön aufteilen mit unseren italienischen Freunden. Avec ce décryptage historique, nous sommes au cœur de la machine de guerre nazie jusqu'à sa chute. De la plus grande offensive militaire du XXe siècle contre l'Est à l'apocalypse d'une Allemagne en ruine. Quelques mois après la grande victoire de l'Allemagne nazie contre la France, Hitler est dans l'embarras. À l'automne 40, il a fallu se rendre à l'évidence. Il a perdu la bataille aérienne contre la Grande-Bretagne. Le front ouest n'est pas pacifié. Autre épine dans le pied, son fidèle allié Mussolini est en train de perdre du terrain en Grèce. Le Führer va devoir voler à son secours. Cela contrarie son plan d'attaque contre l'Union soviétique. Il va devoir le retarder de plusieurs semaines. Pour contrer les possibles attaques anglaises, il fait construire de gigantesques fortifications des côtes des Pays-Bas jusqu'au sud de la France. Il les inspecte à la mi-janvier 1941. Ich will die große Kanone in Aktion sehen. So eine Kanone muss eine unglaubliche Kraft haben. Der Bogen ist gespannt. C'est déjà un mur défensif. La construction a commencé dès la fin de 40. Et on y mettait tous les canons qu'on avait confisqués en Tchécoslovaquie, dans les Sudètes, etc. L'idée, c'était de bombarder l'Angleterre avec ça, au-dessus de la Manche. Ça n'a pas très bien marché. Pour diverses raisons, mais dont la principale est que les Anglais faisaient sauter tout ce qui les menaçait. Le mur de l'Atlantique est censé être une forteresse. Hitler dit de lui-même « Je suis le plus grand bâtisseur de forteresses du monde ». Et il a raison. Il construit les plus grandes forteresses. Mais elles ont globalement une faible valeur militaire. Rassuré par l'avance des travaux sur ces forteresses côtières face à une Grande-Bretagne déterminée, Hitler retrouve Mussolini au col du Brenner, à la frontière entre le Reich et l'Italie, le 2 juin 1941 pour une nouvelle rencontre. Le Führer est alors en plein préparatif secret de l'invasion de l'Union soviétique. Il s'agit pour Hitler et la propagande de faire comme s'il y avait une véritable concertation, alors que désormais, c'est lui seul qui tient le gouvernail. Mein Führer, Sie müssen ein guter Anführer sein. Ich habe sehr gute Truppen, um meine Gefechte zu führen. Je wagemutiger wir vorgehen, umso größer ist der Erfolg. Laufen wir ein Stück weiter. Ja, natürlich. Mein Führer, Sie müssen ein guter Anführer sein. Ja, wir werden triumphieren. La question de Mussolini, vous devez être bien secondé, ça veut dire, en dehors de vos inspirations, qui est-ce que vous avez autour de vous de solide pour mettre en œuvre votre stratégie ? Et la réponse d'Hitler est fascinante. J'ai de bonnes troupes. Je wagemutiger wir vorgehen, umso größer ist der Erfolg. Ça veut dire entre moi et les troupes, il n'y a rien.
Ce qui est totalement vrai. Il n'y a rien. Tous les autres, ce sont des conduits, ce sont des exécutants. Donc il n'y a personne, effectivement, il n'y a personne. Le commandant en chef du pacte entre l'Italie et le Reich, c'est Hitler. Mais le message de la propagande, c'est celui d'une concertation permanente au plus haut niveau entre alliés. Ce qui est assez amusant, c'est que les Italiens vont retenir des monologues de Hitler, l'impression que pour le moment, eh bien, les Allemands sont gavés de victoire et qu'il va y avoir une forme d'accalmie dans le conflit. Donc comme il l'a fait lors des entretiens précédents, Hitler va bien cacher son jeu et ne dira rien de ce qui se prépare. Mussolini n'était pas dans le coup. L'opération Barbarossa était un secret d'État. Ce n'est que peu avant l'invasion qu'Hitler écrit une lettre à Mussolini pour invoquer des convergences. Nous sommes anticommunistes après tout, fascistes et nationaux-socialistes. Nous pouvons maintenant écraser l'Union soviétique bolchevique. Après l'opération propagande avec Mussolini, Hitler lance le plan Barbarossa. Barbarossa est le nom donné au plan d'invasion de l'Union soviétique qui débute le 22 juin 1941. C'est la bataille déterminante de la Seconde Guerre mondiale. Si Hitler gagne cette bataille, il écarte la Russie de la guerre et aura de grandes chances de la gagner. Hitler envoie quelques 6 millions d'hommes, la plus grande armée d'invasion de l'histoire, pour vaincre l'Union soviétique rapidement. Hier müssen wir bis zu diesem Fluss und das Festland erreichen. Verstanden? Außerdem müssen wir hier auskundschaften. Das ist sehr wichtig für die Umsetzung unserer Strategie. Das ist schwierig für mich. Ein strategischer Rückzug wäre effizienter. Rücken Sie wenigstens bis zur Grenze vor. Wir werden unser Bestes tun. Mit dem weibischen Geschmarr, nicht bei mir. Verstanden? Bis hier. Dans les premières semaines de Barbarossa, Hitler a cette idée de la Russie qui consiste à dire qu'elle est comme un château de cartes. Tirez la carte du bas et tout s'effondrera. Il est donc très confiant au début de Barbarossa et il pense qu'ils peuvent gagner en faisant une guerre éclair. Ils sont très bien accueillis. Les Ukrainiens, les Biélorusses pensent que les Allemands viennent les délivrer de Staline, donc ils sont accueillis avec du pain et du sel. Ça va changer très vite, mais les premiers mois, c'est un triomphe. Et puis surtout, vu le nombre de Soviétiques capturés, ils imaginent que l'armée rouge va s'écrouler, ne pourra jamais encaisser des pertes pareilles. En juillet 1941, devant les cartes et les communiqués annonçant l'avancée de ses troupes, Hitler jubile et fulmine contre les communistes qu'il veut réduire à néant. Unglaublich, in so kurzer Zeit solch ein großer Erfolg. Überlegen Sie, was das für uns bedeutet, für das Reich. Nach unserem Durchstoß, wie weit wollen Sie noch Ihre Eroberung ausweiten? Ich weiß, was ich machen muss. Jedenfalls trauen Sie sich jetzt schon nicht mehr. Ich habe Recht, Ihnen Sorgen zu bereiten. Ich werde Ihnen zeigen, was es bedeutet, wenn ich wütend werde. Es ist aus, das ist alles, was Sie verstehen. Là, on a une forme de briefing militaire, carte sur table, pour une fois encore célébrer la victoire, puisque la guerre éclair à l'Est est un succès. En août 1941, c'est un succès. On a déjà plus de 3 millions de prisonniers soviétiques dans l'escarcelle des Allemands. Et ils sont si nombreux que l'armée allemande est surchargée de prisonniers de guerre et des territoires sont pris là où on n'aurait pas pensé qu'ils puissent l'être aussi rapidement. En quelques jours, on approche de Moscou. C'était un triomphe. À l'été 1941, dans le cadre des premiers succès militaires de l'offensive allemande, Benito Mussolini vient à la rencontre d'Hitler sur le front de l'Est. Pour la propagande, l'objectif est de montrer que la guerre ne se mène pas seule, mais avec des nations amies. D'autant plus qu'en août 1941 est intervenue la déclaration commune des Alliés contre le nazisme, la Charte de l'Atlantique. Il s'agit donc d'afficher cette entente devant les caméras et de se répartir les nouveaux territoires conquis à l'Est. Herr Hitler, ich würde Ihnen folgenden territorialen Vorschlag machen.
Heute erstreckt sich das ganze Deutsche Reich von dort bis hierhin. Nur dieser Teil ist noch frei. Das hier können wir ganz schön aufteilen mit unseren italienischen Freunden. Das ist die neue Grenze unseres Reichs. Ich will das Reich bis dahin erweitern. Ich muss also alle diese Gebiete hier noch erobern. Es ist schwerer, diesen Krieg umzusetzen. Es ist einfacher, Forderungen zu stellen, als zu kämpfen. Das ist eine Technik, um das Reich mit neuen Territorien zu erweitern. Das Land, das sich ergibt, würde kein bisschen bluten, aber wenn es sein muss, kämpfen wir. Mussolini, effectivement, intervient dans ce conflit avec l'idée toujours de pouvoir obtenir quelques bénéfices, quelques miettes du gâteau une fois que la victoire sera intervenue. Il y a ce plan donc, de nouvel ordre méditerranéen qui pourrait éventuellement aller jusqu'à la mer Noire. Et c'est dans cette perspective aussi que Mussolini pousse pour une présence des Italiens. Avec les succès militaires, le Troisième Reich met en place ses plans de colonisation. Plans dans lesquels l'Italie de Mussolini n'obtient pas grand-chose territorialement. Mussolini, qui avait le projet de faire intervenir l'Italie, finit par faire accepter à Hitler la présence d'un corps expéditionnaire italien. Il voulait en envoyer 2, il n'y en aura qu'un. Désormais, les Allemands n'ont plus tellement d'illusions sur les performances militaires italiennes. Das alles gehört rechtens uns. Wir brauchen dieses Land im Osten für die Armeen und die Kolonisation. Ich weiß, das Territorium ist groß. Das hier bringt uns Vorräte, um unser Land zu sättigen. L'objectif des nazis, très clairement, c'est de créer un empire colonial à l'Est, avec tous les attributs de l'empire colonial, c'est-à-dire une économie de prédation, il le dit, hein, on va tout voler, on va tout saisir, on va se nourrir sur la bête, en saisissant le blé, etc., et les matières premières. Wir rücken weiter nach Süden vor. Vorausgesetzt, wir kriegen diese Regionen und das ganze Land mit den strategisch wichtigen Bergen. Il y a le pétrole, bien sûr. Il y a le pétrole. Et puis, il y a le fer. Hein. En Ukraine, il y a du fer aussi. Et donc, tout ça aussi, pour l'industrie militaire, c'est indispensable. Autre pilier de l'empire colonial nazi à l'Est, c'est l'esclavagisme, puisqu'il va y avoir réduction d'esclavage de à peu près 100 millions de Slaves, hein, c'est ce que prévoient les plans de la SS qui estiment que sur 130 millions de Slaves, 30 millions doivent mourir, disparaître, parce que ce sont des bouches inutiles et surnuméraires, et par contre, 100 millions doivent demeurer comme main-d'œuvre servile aux mains du Reich. L'homme chargé par Hitler de pacifier dans la terreur les nouveaux territoires de l'Est, c'est Heinrich Himmler. Pour cela, il dispose de centaines de milliers d'hommes de la Waffen-SS. Il doit à la fois éradiquer les commissaires politiques soviétiques, les juifs et les nationalistes. Pour cela, le chef de la SS organise les premiers massacres de masse. Verflucht, was für ein Mist ist das? Was noch? Das kommt nicht in Frage, ist das klar? Herr Himmler, ich habe einen Eilbericht. Herzlichen Glückwunsch. Danke für Ihren vollen Einsatz. Sie werden belohnt. Himmler devient l'un des maîtres du Troisième Reich parce qu'il contrôle la sécurité. Und was das Heu angeht? Wir lassen es hier den ganzen Sommer. Il contrôle les SS, il contrôle les Einsatzgruppen, les escadrons de la mort, et il contrôle aussi la Gestapo, la police criminelle. C'est un des aspects. L'autre est le contrôle ultime de Himmler sur les infrastructures d'extermination qui émergent lentement. Les camps de concentration ou les camps de la mort sont spécialement construits afin de maximiser la capacité de tuer autant de personnes que possible. C'est un grand protecteur du Troisième Reich, une figure extrêmement importante. Tout le monde commence à avoir peur d'Himmler au fil du temps, et à juste titre. Face à cet homme chargé des terribles besognes nazies, en juillet 1941, un autre homme, Alfred Rosenberg, est nommé ministre des Territoires de l'Est. C'est l'un des plus anciens compagnons d'armes d'Hitler. C'est un intellectuel radicalement antisémite. Il a certainement influencé Hitler dans sa haine des Juifs. Il connaît bien l'Est. Il a grandi en Russie. Il vient plaider sa cause auprès d'Hitler.
Wenn wir Ihre Direktiven für den Osten befolgen, haben diese Territorien für mich auf jeden Fall absoluten Vorrang. Ich weiß, dass Sie es befürworten, Herr Hitler. Führer, Sie werden dort vergöttert. Ich bin gekommen, um Sie Ihre Unterstützung zu bitten. La tentative de Rosenberg était de convaincre les peuples de l'Union soviétique, qui n'étaient pas russes, de collaborer avec l'Allemagne nationale-socialiste. Cela aurait été en effet une stratégie très efficace qui aurait affaibli le leadership soviétique. Les troupes allemandes ont d'abord été accueillies comme des libérateurs, mais Hitler était un conquérant, pas un libérateur. Rosenberg est en compétition avec Himmler, mais pas seulement. Il est en compétition avec Bormann, il est en compétition avec tous les Gauleiter, mais c'est un peu l'administrateur fantoche. Il fait semblant d'administrer. Voilà. Mais on le calme avec des médailles. Ich habe keine Medaille, die mich schmückt. Gibt es da Möglichkeit, mich darin zu fördern? Alors, je ne sais pas combien on lui en a donné, il faudrait vérifier, hein, mais c'est extraordinaire de le voir ramper, évidemment. Il n'aura jamais de pouvoir réel dans les territoires de l'Est. Les médailles lui seront remises, mais son administration ne décollera jamais. Son zèle le conduira d'ailleurs devant les juges de Nuremberg en 1945. En attendant, au printemps 1942, les troupes allemandes qui viennent de passer leur premier hiver subissent des revers importants. Dans la tanière du Loup, en Prusse orientale, le quartier général d'Hitler, l'heure est pourtant encore aux réjouissances. Sie haben den Feind herausgefordert. Ihre Taten zeichnen sie aus. Korrekt. Lassen Sie sich etwas ausruhen. Das ist die beste Panzeroffensive aller Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Ihr führt sie mit der 5. Armee auf diese Position. Dort wird dieses Korps vollständig und planmäßig aufgestellt sein. Dann rücken wir zu den Verteidigungsstellungen vor. Es geht also morgen früh los. Jawohl, mein Führer. Quelques jours après cette nouvelle offensive allemande, Hitler fête son 53e anniversaire. Tous les dignitaires du régime sont là. Göring, Himmler, Ribbentrop célèbrent le chef. Avec les années, la date du 20 avril est devenue une des dates du calendrier officiel du régime. Les problèmes auxquels la Wehrmacht, l'armée allemande, fait face ne sont pas à l'ordre du jour. On ne contrarie pas le Führer. Ich wünsche Ihnen weiter Erfolg und dass die Zielvorgaben umgesetzt werden. Es ist besser, wir gehen jetzt. Ganz recht, dann sehen wir uns nachher. Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag und bleiben Sie gesund. Zu Ihrem Geburtstag wünsche ich Ihnen ein schönes Fest. Ce qui est intéressant, c'est d'une part cette cérémonie importante pour le régime, mais aussi le hors-champ de ces images. Parce que pendant que ces dignitaires congratulent le Führer et s'auto-congratulent les uns les autres, ils sont en train de mettre en place et de déclencher la plus grande machinerie de mort de l'histoire de l'humanité. En l'occurrence, c'est le début de la Shoah dans le cadre de l'action Reinhardt. Reinhard Heydrich est le numéro 2 de la SS, et c'est le chef de l'Office central de la sécurité du Reich, créé à l'automne 1939 et qui rassemble tous les organes de renseignement et de répression du Troisième Reich. Il est chargé par Hitler de l'assassinat de 12 millions de personnes en Europe. La solution finale débute à partir de décembre 1941 avec la décision prise d'assassiner tous les Juifs d'Europe, à commencer par ceux de Pologne. Heydrich est l'exécuteur bureaucratique de ce que l'on appelle la solution finale. Heydrich essaie de faire en sorte que tous les organes d'État du Troisième Reich soient orientés vers la solution finale. Il s'agit d'une professionnalisation administrative du meurtre. Et c'est pour cela qu'il y a la conférence de Wannsee en janvier 1942. Donc, Heydrich est un organisateur qui a professionnalisé administrativement l'assassinat des Juifs d'Europe. Können wir später darüber sprechen, Herr Heydrich? Das wissen Sie bereits. Mit der Methode kann ich ganz schnell reagieren. Also ich kann dieses Programm umsetzen. Aber das wussten Sie ja.
Heydrich était sans aucun doute l'un des plus fidèles partisans de l'idéologie d'Hitler. Cette idéologie de la race supérieure, de la destruction des Juifs, de l'antisémitisme. Et lui et Himmler deviennent les jumeaux du mal. Ce sont les deux idéologues clés qui veulent mettre en œuvre la solution finale. Si l'opération d'élimination de masse des Juifs d'Europe de l'Est et de l'Ouest est un succès pour les nazis, sur le plan militaire, l'hiver 1942 et le début de l'année 1943 sont une catastrophe. Hitler a décidé de tout miser sur la prise de Stalingrad, cette ville symbole qui porte le nom de Staline. Il consacre la 6e armée, sa meilleure armée qui a déjà remporté de grandes victoires. Elle est dirigée par le général Friedrich Paulus. La tentative échoue. Les Russes ont leur propre plan. Défendre la ville à tout prix et encercler la 6e armée pour l'étouffer. Quand Stalingrad commençait à être cerné, mais qu'il y avait encore une possibilité d'évacuer vers l'ouest, Hitler a refusé. Pratiquement tout le monde demandait qu'on laisse Paulus sortir. Et là-dessus est arrivé Göring. Et Göring a dit « Mein Führer, vous pouvez me mettre ça sur les épaules, je me charge moi-même de l'approvisionnement de Stalingrad, 500 tonnes par jour, mon aviation peut le faire, etc. » Bon, en fait, il en fallait 700, mais même 500 tonnes, il n'a jamais pu. Hein. Et Hitler le savait probablement. Stalingrad, c'est la ville de Staline, littéralement. Il fallait la tenir, il fallait la conquérir. Et donc, Hitler a été totalement inaccessible aux réflexions stratégiques et tactiques de ses généraux. Là, ce qu'a fait Hitler, c'est qu'il a abandonné, pour une question d'hubris, d'orgueil, de symbole, il a abandonné plus de 100 000 soldats allemands de la 6e armée aux mains des soviétiques. Le 31 janvier 1943, Friedrich Paulus se rend à l'Armée rouge. La propagande des autorités soviétiques met en scène sa reddition. Auf Befehl Hitlers haben wir Stellung gehalten. Und als nichts mehr ging, haben wir aufgegeben. Dazu kam der Nahrungsmangel. Ja, natürlich. Le Feldmaréchal Paulus a toutes les raisons d'en vouloir à Hitler. Comme ces hommes, il a beaucoup souffert notamment de dysenterie. Pendant des mois, il a dit à Berlin que la situation était intenable, que la 6e armée allait au massacre. Quelques heures avant sa reddition, Hitler le nomme in extremis maréchal du Reich. Ich habe nur aufgegeben, mangels Vorräten. Es war nicht zu halten, ich kapitulierte. Paulus n'a été nommé maréchal que dans l'espoir qu'il se suicide. Et Hitler s'attendait à ce que Paulus ne parte pas en captivité, mais se suicide. C'est donc bien l'idée des Allemands de périr plutôt que d'accepter une défaite ignominieuse. Et Paulus, logiquement, devient rapidement un outil de propagande pour les Russes, car il est tout simplement le militaire le plus haut gradé capturé. Après le désastre de Stalingrad et face à la contre-offensive militaire et médiatique soviétique, Hitler mise de plus en plus sur des armes nouvelles. Depuis janvier 1942, un homme, Albert Speer, dirige l'armement du Reich. Herr Speer. Ganz besonders freue ich mich, Sie zu sehen. Ihre Vision interessiert mich. Bedienen Sie die Kanone? Ja, ich bediene sie. Gut. Bereit zum Feuern? Ja. On a une inspection d'armement sur le front de l'Est. Hitler discute avec des soldats qui arment un canon.
Alors on voit d'ailleurs le gigantisme délirant du canon, c'est un canon monté sur rail, un canon mobile. C'est une espèce de réduplication du modèle Gross-Bertha de la Première Guerre mondiale, où on mise sur des canons à longue portée qui envoient des obus très lourds et très puissants. Ce qui est une indication d'ailleurs sur la faiblesse aérienne de l'Allemagne, déjà à ce moment-là, en 1943. Albert Speer est l'ami et l'architecte personnel d'Hitler. Speer est un homme efficace qui fait des miracles pour l'armement nazi. C'est un très bon technicien qui a permis aux nazis de prolonger la guerre. Avec ses ingénieurs, il améliore considérablement la technologie militaire, notamment celle des chars. Da vorne mit diesem Geschütz haben wir ein schnelleres Nachladen der Geschosse. Ja, sehr interessant, damit sie schneller laden. Morgen früh überprüfen wir unsere Schüsse. Im Moment testen wir die Schussweite unserer gepanzerten Divisionen. Halten Sie sich an die Vorschrift, ja? Eine andere Option wäre es, die Rohstoffe direkt an unsere Kruppwerke liefern zu lassen. Hier ist der Plan für den Beschuss mit unseren Geschossen. Anschließend überprüfen wir das direkt auf dem Feld. Hier kann man noch andere Ausrüstung aufstellen. Dazu kommt noch der Kran, dazu für den Transport. Diesbezüglich kommen andere Artillerieeinheiten zum Einsatz. Pendant la guerre, son rôle devient encore plus important, car il est alors en charge de l'armement, mais aussi du travail des esclaves, chose qui est en fait souvent oubliée et qui n'a pas joué le rôle qu'il aurait dû avoir lors du procès de Nuremberg, car la plupart de ces travailleurs forcés sont morts durant la course aux armements. Depuis l'échec de Stalingrad, les divisions allemandes reculent sur tout le front Est. Dans le contexte de la catastrophe militaire qui commence à se dessiner, Hitler décide de rappeler le général Erich von Manstein. Il est l'un des généraux qui s'est illustré pendant les campagnes éclairs de 1939 et 1940 contre la Pologne et la France. Il avait été mis sur la touche après cela, parce qu'il prenait trop la lumière. Strategisch betrachtet ist es eine schlechte Nachricht. Besser umzusetzen wäre, hier durch diese Linie zu stoßen. Also nicht mit den Heeren bis zu diesem Punkt. Sehen Sie, dort gibt es ein Widerstandsnest. Die Planänderung wäre, ab hier nördlich zu umgehen bis zu diesem Punkt. Ce qui est très intéressant sur ces images, c'est que c'est Manstein qui mène la discussion, avec beaucoup d'autorité d'ailleurs, dans les gestes, dans la manière de regarder les cartes, avec un Hitler qui est en position un petit peu subordonnée. Das ist nicht zu vermeiden. Für uns ist es besser. Wie sieht es da aus? Wir müssen das Ganze in Bewegung setzen und dieses taktische Manöver durchführen. Ja, richtig. Und demzufolge ist es sinnvoller, hier durchzustoßen, um voranzukommen. Au fond, tous les généraux et les maréchaux qui assistent à ce briefing sont désormais bien payés pour savoir que Hitler est d'une incompétence stratégique et tactique crasse. Ab hier errichten wir einen Stützpunkt. Und rücken von dort aus dann weiter vorwärts. In dieser Reihenfolge. Wenn diese Route in Richtung Osten es erlaubt, in der anderen Richtung gibt es starken Widerstand. Genau deshalb sind wir hier positioniert. Vielen Dank für Ihr Kommen. Danke, dass Sie uns Ihre wertvolle Zeit opfern. Es war gut, diese Zeit miteinander zu verbringen. Sie bekommen sicher eine Botschaft Ein Telegramm für meinen reicht. Einsatz. Also ich werde mich daran halten. Ich habe wirklich keinerlei Zweifel an Ihren Fähigkeiten. Tout l'hiver 1943 jusqu'au printemps 1944, von Manstein multiplie les opérations militaires, alternant offensive et repli. Cela n'empêche pas les échecs militaires comme la défaite à Koursk, Kharkov et Kiev en Ukraine. Les pertes humaines sont considérables des deux côtés. La Wehrmacht recule tout en contenant le rouleau compresseur soviétique. La contre-offensive allemande est d'abord un succès. Mais d'un autre côté, on n'est plus en mesure de mener l'offensive. C'est donc un combat de retraite qui est mené avec beaucoup de succès, et ce, jusqu'à l'effondrement des forces armées au milieu de l'année 1944. Hitler ne se rendait pas compte que les Soviétiques avaient des réserves en hommes absolument gigantesques, qui n'avaient aucun rapport avec ce que lui pouvait fournir. Comme en plus ils avaient du matériel américain,
Ils avançaient très très vite. Manstein est relevé de ses fonctions par Hitler. Les Allemands se battent maintenant sur 3 fronts, à l'Est, à l'Ouest et en Méditerranée, où les Alliés ont débarqué en Sicile en juillet 1943. Mussolini en ressort très affaibli. Contesté par son entourage pour sa gestion de la guerre, il est déposé par le Grand Conseil du fascisme, qui est l'organe suprême du régime. Peu après, Mussolini est arrêté et emprisonné sur ordre du roi. Mais Hitler ne compte pas en rester là. Il lance une opération pour faire libérer le Duce. Il y a une obligation morale de libérer l'allié européen le plus important de l'Allemagne nazie. Libéré le 12 septembre 1943 par un commando allemand, Mussolini est accueilli par Hitler. Hitler, hier bin ich. Alles gut? Das passt mir absolut. Es ist wichtig. Ich muss ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Herr Mussolini, herzlich willkommen. Danke für Ihren Empfang. Bitte bestellen Sie doch jetzt fürs Abendessen. Alles klar. Danke für Ihr Kommen. Hitler a besoin de Mussolini pour empêcher que l'Italie ne tombe trop rapidement au bain des Alliés. Et donc il a besoin de pouvoir utiliser Mussolini et ce qui lui reste de légitimité et de soutien d'une partie des forces fascistes, donc pour pouvoir faire barrage donc, aux alliés anglo-américains. Ça va être la fameuse République de Salo, SALO, voilà, bord du lac de Garde. Et évidemment, il collabore avec, il coopère avec les Allemands qui reculent petit à petit devant la montée des Alliés le long de la péninsule. Remis en selle par Hitler, Mussolini résiste tant bien que mal depuis le nord de l'Italie. À l'est, l'armée rouge poursuit son avance inexorable. À l'ouest, les Alliés finissent les derniers préparatifs du grand débarquement normand prévu pour le début juin. Au même moment, dans les montagnes bavaroises, a lieu l'un des événements les plus décalés de la guerre. Le 3 juin 1944, à 3 jours du débarquement de Normandie, Gretel, la sœur d'Eva Braun, se marie avec l'officier SS Hermann Fegelein, en présence des maîtres du Reich, au premier rang desquels Adolf Hitler et Heinrich Himmler. Ich gratuliere Ihnen. Schwesterlein, ich freue mich für dich. Ich bin so aufgeregt. Ich habe richtig Gänsehaut, weißt du. Avec le recul, il semble vraiment plus qu'étrange d'organiser une telle célébration au Berghof en présence d'Hitler, en pleine guerre, ou plutôt en pleine défaite, alors que de nombreuses villes allemandes sont déjà détruites par les bombardements, que des millions de soldats sont déjà morts et qu'une guerre d'extermination brutale est menée en Europe de l'Est et en Union soviétique. Hitler est très proche de la famille Braun, très très proche. Donc, s'ils sont tout le temps au Berghof, donc quelque part c'est un geste supplémentaire, c'est vrai, en faveur de la famille Braun, que d'accepter que le mariage se passe au Kelstein, en haut. Mama, ich kann jetzt nicht. Ich muss mich erst mal wieder fassen. Ihr Lieben, was mache ich mit den ganzen Blumen? Le marié, Hermann Fegelein, est le représentant d'Himmler au quartier général d'Hitler. Souvent présent au Berghof, c'est comme ça qu'il s'est rapproché de Gretel Braun. Ich freue mich. Danke für die Geschenke und die Glückwünsche. Fegelein est un arriviste fini, c'est sans doute un des plus arrivistes qui soit autour de Heinrich Himmler et d'Adolf Hitler. Donc s'il se marie avec Gretel Braun, c'est uniquement parce qu'il veut se rapprocher un petit peu plus du pouvoir, c'est évident. 3 jours après ce mariage, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. Les troupes allemandes résistent, mais un peu partout, les lignes sont enfoncées. En quelques semaines, les Alliés se rapprochent de Paris. C'est alors que survient l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler. Vers 12h42,
Alors qu'Hitler et son état-major étudient des cartes dans la tanière du loup à Rastenburg, en Prusse orientale, une bombe explose. Hitler ne souffrant que de blessures légères, il reçoit comme prévu vers 16h Benito Mussolini. Erstmal, wie geht es Ihnen? Gut, ich bin am Leben. Das weiß ich schon. À qui il fait visiter les ruines du baraquement. Jetzt geht es vorwärts. Was für eine Wendung des Krieges. Sie haben recht. Jedenfalls danke für Ihren Besuch. Il ne s'est pas déplacé à cause de l'attentat. La visite était déjà prévue. Le 20 juillet, il devait venir le voir simplement pour parler de la Normandie, ce qui était logique. Hein. Au milieu de juillet, il fallait parler de la France. Et c'est justement au moment où on l'attendait, c'est la dernière conférence de situation avant l'arrivée de Mussolini, que la bombe a explosé. Et donc, parallèlement au revers de l'axe, on assiste au déclin physique de ces deux dictateurs. Et de ce point de vue-là, eh bien, leur dernière rencontre, qui intervient juste après l'attentat contre Hitler, eh bien, est d'une certaine façon une belle métaphore du cours que prennent les événements, hein, puisqu'il y a véritablement un climat de, même pas de fin de règne, mais d'apocalypse. L'attentat est perpétré par des officiers qui veulent se débarrasser d'Hitler. Ils jugent que ces décisions sont de plus en plus irrationnelles et il est un obstacle à la conclusion d'une paix. Hitler en réchappe miraculeusement. Il a été protégé par la lourde table d'état-major. L'explosion fait 4 blessés graves et 9 plus légers. Le coup d'état militaire est un échec. Le Führer est vivant. Die Bombe ist zum Glück weit weg von mir explodiert. Was? Also ich bin müde, ich habe Backenschmerzen. Ce qu'on voit aussi sur ces images, c'est la reconfiguration des cercles de pouvoir avec la montée en puissance de deux individus qui étaient au fond assez marginalisés jusqu'ici. C'est Goebbels qui est revenu en grâce au fond à partir de l'hiver 1943, mais qui là, à partir de l'été 1944, devient très important comme chef de la propagande, comme Gauleiter de Berlin et comme chef de ce qu'on appelle le Volkssturm, c'est-à-dire la levée en masse du peuple allemand contre les soviétiques. Et l'autre individu qui est à l'acmé de son pouvoir, au summum de son pouvoir, c'est Heinrich Himmler. Himmler est immédiatement chargé de mener l'enquête tambour battant contre les conjurés militaires. 5000 hommes, dont de nombreux officiers, sont rapidement arrêtés, puis exécutés. La propagande est omniprésente. Il est très important de montrer Hitler vivant. On le voit physiquement diminué, mais il est visiblement en état de commander et de parler au peuple allemand. Herr Führer, ich fühle mich sehr geehrt. Erholen Sie sich für unser Land. Ja, das werde ich. Wie geht es Ihnen? Und Sie? Wo waren Sie? Unsere gute Medizin beginnt mich zu heilen. Wie geht es Ihnen? Noch nicht auf beiden Beinen. Ihr seid noch eingeschränkt, habt Geduld. Hitler passe à la radio nationale allemande vers 1h du matin et il dit « Je suis vivant. Un complot perfide a été déjoué, mené par un groupe de lâches qui a essayé de me tuer. Et j'y ai survécu. » Et au cours des semaines qui suivent, cela fait remonter la popularité d'Hitler car personne ne voulait que les comploteurs ne réussissent. L'attentat a été utilisé par la propagande pour signaler qu'une tentative d'assassinat avait été menée sur le Führer, que c'était une trahison. Et la trahison est une des idées les plus honteuses qui existent en Allemagne. Et tandis que des millions de jeunes Allemands combattent l'armée rouge, ces gens ne s'intéressent qu'au pouvoir. Il s'agit donc encore une fois d'une tentative de rallier l'opinion publique en faveur du régime désormais visiblement en état de siège. Une opinion qui subit des raids aériens meurtriers sans discontinuer. À l'image de Dresde ou Hambourg, la capitale Berlin est copieusement bombardée. Jusqu'au printemps 1945, 314 raids aériens sont menés sur Berlin. La moitié des habitations est endommagée. Un tiers est inhabitable.
16 km² de la ville sont un amas de ruines. Les estimations du nombre total de morts à Berlin vont jusqu'à 50 000. L'idée est de dire aux Allemands « votre patrie est en train d'être détruite ». Et on ne montre pas toute l'étendue de la destruction. Il suffit de montrer des images de temps en temps pour susciter des sentiments de vengeance et simplement pour stimuler ceux qui pensent qu'ils ne veulent plus se battre. Et pour encourager la population, c'est le Reichsmarschall Göring, le visage sympathique du nazisme, qui est envoyé au contact de la population. Wir haben alles verloren, aber wir geben nicht auf. Wir suchen nur nach Gemüse. On voit trois Göring en fait. On voit le Göring qui est le visage humain du régime, le Göring sympathique, qui va au contact de la population. Le second Göring, c'est celui qui est en échec, c'est celui qui est censé assurer le ravitaillement du Reich. Et il y a un troisième Göring, lui aussi en échec, qui est le chef de la Luftwaffe. Il demeure que malgré ces échecs-là, Göring reste officiellement le successeur d'Hitler, le numéro 2 du régime. Le Troisième Reich est au bord de l'effondrement, acculé de toutes parts. La propagande nazie tente par tous les moyens de mobiliser encore les militaires et la population. Pour le 12e anniversaire de la prise du pouvoir par les nazis, fin janvier 1945, Goebbels décide de filmer Hitler au travail. Le théâtre du pouvoir se maintient autour de lui. Les gens font semblant d'écouter, de faire en sorte que la fiction du pouvoir se perpétue. Was denken Sie, wie Sie uns aus dieser Lage wieder herausholen? Unsere Strategie ist das Wichtigste. Für mich ist das erst Fakt, wenn wir konkrete Elemente haben. Hitler se tait et devient invisible. Mais c'est précisément pour cela qu'il faut montrer qu'il est toujours là. Parce que tout le monde se demande pourquoi le Führer ne nous parle pas. Et c'est pourquoi il faut montrer qu'il existe, c'est obligatoire. Mais le charisme d'Hitler a naturellement subi une énorme perte de crédit au cours de l'année 1944. Il travaille sans relâche pour s'assurer que l'effort de guerre allemand les mènera à la victoire. C'est bien sûr de moins en moins crédible car les gens vivent en direct le début de l'invasion alliée de différentes parties de l'Allemagne. Au fil des combats sur le territoire allemand, les Alliés découvrent l'horreur et l'ampleur du projet nazi en libérant les camps d'extermination. Le 15 avril 1945, les troupes britanniques tombent sur le camp de Bergen-Belsen, devenu avec le chaos un gigantesque mouroir à ciel ouvert. Ils y découvrent le mépris total que les nazis ont pour la vie de leurs ennemis. Les Anglais y arrêtent le commandant SS Joseph Kramer. Ce SS a été commandant de plusieurs camps de concentration, notamment une partie d'Auschwitz. Surnommé la bête de Belsen par les déportés, sitôt arrêté, il commence par se dédouaner. Ici, on voit un officier de la SS, un commandant de camp de concentration, le commandant de Bergen-Belsen, Joseph Kramer, qui vient d'être arrêté par les Britanniques, qui ont libéré le camp. Joseph Kramer, c'est un nazi typique. Il a commandé auparavant le camp du Struthof en Alsace, où il a effectué sans état d'âme tout ce qu'on lui demandait de faire, avec une forme de jouissance impériale dans l'effectuation de ses missions. Ja, ich bin es. Ich bin der Kommandant des Lagers. Ich tue das auf Befehl Hitlers. Ich hatte mehrere tausende KZ-Häftlinge zu verwalten in diesem Konzentrationslager. Ich kann nichts dafür. Das ist so. Ich habe keine Schuld daran. Ich habe nur meine Pflicht getan. Je crois que la majorité des responsables de camps, comme ceux de Bergen-Belsen, Buchenwald ou d'autres camps, savaient très bien qu'ils commettaient un crime. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils avaient des ordres et les camps étaient de plus en plus bondés.
Cette stratégie de défense ne tient pas une seconde, dans la mesure où, certes, ils avaient peut-être une représentation à la hiérarchie et de leurs devoirs, mais c'était aussi des nazis convaincus. Et là, on est dans cette espèce de balance entre, d'un côté, le petit rouage minable qui ne fait qu'exécuter et, au fond, transmettre, et le criminel idéologique qui est convaincu de ce qu'il fait. Joseph Kramer, comme Adolf Eichmann, sont très exactement dans cette situation-là. Ce sont des criminels de conviction idéologique, parfaitement responsables et totalement coupables de ce qu'ils ont fait. L'offensive finale contre Berlin commence le 16 avril. Malgré l'infériorité du nombre et de l'armement, les troupes allemandes défendent farouchement la ville. Le maréchal Zhukov, chef de l'état-major général de l'armée rouge, ne réussit pas à effectuer une percée avant le 4e jour. À partir du 20 avril, la bataille de Berlin devient une bataille de rue. Ce jour-là, Hitler fête son 56e anniversaire. C'est à cette occasion qu'il effectue sa dernière apparition publique. Il sort de son bunker pour encourager des membres des jeunesses hitlériennes qui vont participer au combat. Gut gemacht. Es ist eine Ehre, mein Führer. Gut. Tapferer Junge. La séquence des adolescents, elle est sidérante parce que ce sont les dernières images filmées d'Hitler. Il est au fond du bunker, on est véritablement à la fin de la guerre. C'est un homme qui ne sort quasiment plus, et là, donc, on l'exhume, si vous voulez, de son bunker, devant les caméras de propagande pour montrer que les combats continuent. Cette scène est destinée à rallier le soutien du Volkssturm. Les jeunes hitlériens, les personnes âgées, qui sont encouragés à prendre les armes afin d'éviter ce que la propagande nazie avait longtemps suggéré, un désastre absolu. Car si l'armée rouge gagnait la guerre, ce serait la fin du peuple allemand. Alors, on engage tout ce qu'on a. Et ces jeunes qui prennent les armes, sont vraiment l'avenir de l'Allemagne. Et par leur courage, ils montrent la voie à tout le monde. Quelques jours plus tard, sur la foi du récit de la crise de désespoir de Hitler du 22 avril, Göring, toujours numéro 2 du régime, interprète les propos de Hitler comme un mandat pour négocier. Mais revigoré, Hitler démet le maréchal du Reich de tous ses titres et de toutes ses charges, et fait placer Göring en résidence surveillée au Berghof. Le 25 avril 1945, Göring est désavoué puis placé aux arrêts. Hitler lui octroie néanmoins sa grâce au vu de ses services passés. Le Führer exclut Göring du Parti national-socialiste dans son testament du 30 avril, ainsi que Himmler avant de se suicider. Quelques jours plus tard, le 8 mai 1945, Göring se rend aux Américains de la 7e armée. Können Sie Ihre Position erklären? Wie gesagt, ich rede morgen früh vor dem Tribunal. Morgen werden Sie bereit sein? Also ich bin bereit. Bereite mich dazu vor. Ich bin bereit. Auf jeden Fall. Schlechte Informationen über mich sind im Umlauf. Ich bin fit. Ich weiß, ich habe mit dieser Festnahme gerechnet. Möchten Sie etwas essen? Wir haben alles auf Lager. Einen Apfel, eine Nektarin? Also ja, gerne. Ich hatte wenige gute Mahlzeiten. In letzter Zeit. Ich wurde misshandelt. Ich rede nicht, bevor ich Ihren Kommandanten gesehen habe. Ich möchte wissen, wie es für mich aussieht. Ich habe mich ergeben. Verstanden? Mr. Göring, follow me, please. Göring pense avoir un rôle à jouer. D'ailleurs, il porte beau, plutôt, avec son uniforme, rutilant, etc. Et il l'argumente en disant, écoutez, moi aussi, je suis une victime des nazis, du Troisième Reich, puisque de fait, comme c'est quelqu'un qui
estimé qu'il fallait faire la paix avec les Américains pour continuer la guerre avec les Soviétiques. Il a été accusé de haute trahison par Hitler et puis mis en état d'arrestation. Il était clair pour lui que l'Allemagne avait perdu. Il était également clair pour lui que l'industrie allemande avait été détruite et qu'il fallait tout reconstruire. Mais aussi que beaucoup de choses pouvaient être reconstruites et que le peuple allemand était capable de faire tout cela. Et Göring pensait qu'il serait l'un de ceux qui y contribueraient. Mais c'était sans compter la lourde suspicion qui pèse sur l'un des fondateurs de la SS et des camps de concentration. Okay. Ich bin bereit. Absolut bereit. Ich denke, es wäre optimal für mich, Ihre Vorgesetzten zu sprechen. Ja. Dazu habe ich überhaupt nichts Zusätzliches zu sagen. For the camera? Ich bin bereit, mit Ihren Vorgesetzten Kompromisse zu machen. Da bin ich schon länger gefangen genommen worden wissen Sie, vom Chef vom Geheimdienst unter dem Kommando von Bormann. Göring était un homme extrêmement égocentrique et il pensait qu'il pourrait user de son charme pour négocier avec les Alliés. Et il s'est rendu compte assez rapidement, en fait, quand ils ont pris sa photo et l'ont mis en prison, qu'il n'allait pas recevoir de traitement de faveur particulier. Eisenhower a vu le premier camp de concentration et à partir de ce moment-là, le premier nazi qu'on lui présentait, il voyait rouge, évidemment normal. Et il n'avait jamais imaginé que des choses comme ça puissent se passer. Et donc l'idée de voir un nazi, c'était non, c'est surtout pas Göring. Non. Et surtout qu'à l'époque, on pensait que Göring avait des responsabilités dans les camps de la mort, ce qui était faux. Göring n'en avait pas. Hermann Göring, comme des dizaines d'autres dignitaires nazis, est condamné à mort à Nuremberg. Mais comme des centaines d'autres, dont Adolf Hitler, il préfère le suicide à la justice internationale des Alliés. Pour beaucoup d'autres, la remise en question est le début d'un long chemin. Allein die gespenstische Leere, die Gebäude sind vollkommen leer. Das hier prägt sich ins Gedächtnis ein. L'Allemagne est en ruine. Le plus grand bourreau de l'histoire récente a laissé le chaos derrière lui. Meurtre de masse, extermination, Shoah. En 13 ans de pouvoir, les maîtres du Troisième Reich ont marqué à jamais dans le sang et la douleur l'histoire de l'humanité.